Tout a commencé avec la prise de conscience que les choses dans nos vies ne se déroulaient pas toujours comme nous le souhaitions. La vie du personnage principal était comme un désastre complet, qui partait en vrille à la vitesse de la lumière. La fille commença à trembler légèrement. Elle voulait juste une vie calme et longue, mais la vie s'est avérée plus rusée. Il serait très gourmand de vouloir être un figurant ordinaire. La femme était agenouillée devant le gars qui était allongé sur l'herbe. Elle a essayé de le réveiller avec espoir et lui a demandé s'il allait bien, mais il n'a pas répondu. C'était un désastre. Ses yeux étaient remplis de peur et d'anxiété. A-t-elle vraiment mis KO le duc Raka Aintia? Cette brune, qui gisait maintenant inconsciente devant elle, était le cardinal gris et un véritable méchant. Qu'a-t-elle fait? Le duc Raka Aintia a dû garder l'héroïne dans une cage comme un oiseau, afin qu'elle ne cause aucun problème. Et après cela, étant un méchant, il attaquerait la famille impériale, devenant le chef des monstres. Des vagues d'émotions submergèrent la jeune fille. Pourrait-elle dire qu'elle venait de hisser un drapeau noir? Elle voulait s'enfuir discrètement. Mais à ce moment précis, Aïcha, la sœur cadette du gars aux cheveux noirs, est apparue à proximité. Et après, elle est venue un petit garçon, son frère jumeau, Delquin Intia. Il se tenait un peu derrière sa sœur. Les enfants ont remarqué avec horreur que leur frère aîné n'ouvrait pas les yeux même après leur demande. On aurait dit qu'il était mort. Les enfants, bien que petits, planèrent sur l'héroïne blonde comme une ombre noire terrifiante, bloquant le soleil. Les yeux des jumeaux s'écarquillèrent dangereusement, et ils demandèrent d'une voix froide et meurtrière. « Est-ce toi qui as tué notre frère ?» La blonde essaya de ne pas perdre son sang-froid, et, se frottant nerveusement le cou, dit qu'il y avait eu un malentendu. Mais les plus jeunes ne voulaient même pas l'écouter. Ils lui ont crié dessus, l'ont traitée de sainte maléfique et ont dit que leur frère était mort à cause d'elle. Alors que ses enfants commençaient à bouillir, le visage de la fille devint plus pâle de peur et de tension. Cela la rendait folle que les enfants soient si bruyants et ne lui laissent pas le temps de finir de parler, alors que leur frère était encore en vie. Tous les problèmes dans la vie de la blonde ont commencé à partir du moment où sa vie a basculé droit dans la falaise. Tout cela s'est passé il y a environ 1 heure et demie. Quelqu'un a appelé la fille aux cheveux noirs par son nom, Maya, lui demandant si elle était prête. La jeune fille était respectueusement appelée maîtresse, et elle-même se trouvait dans un temple majestueux blanc comme neige au palais. La seule difficulté était que la dernière chose dont la fille se souvenait était de la façon dont elle était tombée dans les escaliers. Elle ne comprenait pas où elle se trouvait et pourquoi tout le monde la regardait si étrangement. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Le prêtre a demandé à Maya si elle allait bien. Mais la fille n'a même pas immédiatement réalisé qu'il lui parlait. Mais l'homme la fit réfléchir, car pour une raison quelconque, le nom Maya lui semblait vaguement familier. Et puis la jeune fille comprit où elle l'avait entendu, et dans le corps de qui elle se retrouvait après sa mort dans son monde. Elle a emménagé dans le corps de l'une des héroïnes du roman, la fleur de Shakira, celle qu'elle a elle-même lue avant sa mort. Sa surprise était sans limite. Est-elle vraiment devenue un personnage secondaire dans le roman? Était-ce seulement possible? Se ressaisissant rapidement, Maya essaya de comprendre avec urgence ce que son héroïne allait faire et où elle se trouvait. Le prêtre, sans le savoir, lui a donné un indice et lui a demandé si elle n'avait pas dit qu'elle irait à la salle de prière. Il rappela à la jeune fille qu'elle avait promis de venir là-bas avant de donner sa bénédiction et lui demanda si elle avait oublié. Des souvenirs des événements du roman ont refait surface dans la tête de Maya. Elle a voyagé jusqu'au jour où Maya a réveillé ses pouvoirs. Selon l'histoire, l'empereur Kinès était censé recevoir une bénédiction le jour où Maya a éveillé ses pouvoirs. Et environ 1 an plus tard, Maya se serait sacrifiée, transmettant ses capacités à Kinès pour le sauver de la mort. Bien qu'elle n'ait pas eu le temps d'apprendre à partir du roman quelle capacité elle aurait, elle était sûre qu'elle mourrait dans 1 an seulement. C'était incroyablement effrayant de réaliser qu'elle n'était devenue qu'un tremplin pour le personnage principal, l'empereur Kinès. Soudain, Maya dit à ceux qui l'entouraient qu'elle devait leur avouer quelque chose, mais son souhait fut contrarié. Il n'y avait pas de temps pour cela. Le saint s'est avéré ne pas être si simple et a insisté sur le fait que c'était vraiment important. Ensuite, elle a été autorisée à parler. Posant sa main sur son cœur, la blonde prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées, attendant que tout le monde la regarde. Le visage de la fille devint instantanément sévère, et elle annonça d'un ton sérieux qu'elle n'avait pas encore éveillé ses capacités. Elle espérait que les gens la croiraient immédiatement, mais l'un des employés a obstinément nié les paroles du saint. Pour une raison quelconque,
La femme était sûre que Maya avait tort. La femme prit ses mains et demanda la permission de vérifier. La blonde se figea, complètement sans voix pendant un instant. Que faisait cette femme en ce moment? Le monde autour d'elle sembla se figer, et les deux filles perdirent brièvement leur contour clair, obscurcis par un éclair de lumière vive. Lorsque la femme eut terminé, elle constata avec mécontentement que Maya mentait. Elle s'était définitivement réveillée. Mais comment le savait-elle? La fille aux cheveux noirs s'inclina docilement et dit que, grâce à cela, elle pouvait aller à l'autel maintenant. On lui a également rappelé qu'en tant que fille de Dieu, elle ne devait jamais oublier l'élégance et la noblesse. Les choses allaient en mal. Maya aurait-elle dû bénir Kiné maintenant, ou serait-elle tombée malade et serait-elle morte après cela? Mettant son plan de sauvetage en suspens, la jeune fille s'est d'abord agenouillée pour commencer une prière, afin d'éviter les soupçons. Elle joignit ses paumes dans un geste de prière, invitant ceux qui l'entouraient à prier tous ensemble leur dieu Téritos. Maya elle-même pensait que cette fois-ci, elle ne permettrait pas au destin de lui ôter la vie, ce qui signifiait qu'elle devait s'échapper du temple. C'était le moment le plus opportun, car tous ceux qui étaient présents priaient les yeux fermés, et il n'y avait personne derrière la porte. La blonde se concentra sur cette option, car on ne savait pas quand elle aurait une telle chance de s'échapper. Soulevant l'ourlet de sa robe pour faciliter sa course, la blonde courut aussi vite qu'elle le pouvait vers la sortie souhaitée. Remarquant cela, les serviteurs ressentirent une confusion mêlée d'une alarme non dissimulée et essayèrent d'appeler le saint. Mais la fille ignora complètement leurs cris et s'enfuit, ses talons brillants. Alors qu'ils partaient, la jeune fille leur fit un signe de la main avec un sourire joyeux. Elle n'avait clairement aucune intention de suivre l'histoire originale. Maya pouvait entendre les gens s'affairer derrière elle, la poursuivre, mais elle ne se laisserait jamais attraper. Dans l'histoire originale, elle était un personnage sans importance et un bouc émissaire. Mais maintenant, elle s'est échappée pour survivre. Soudain, un oiseau magique est apparu derrière Maya, persuadant la fille de ne pas faire quelque chose de stupide et de retourner au temple. Le poussin, scintillant d'une couleur bleu vif, déclara qu'il était le dieu Téritos, et Maya l'entendit, car elle éveilla les pouvoirs. Il a remarqué que pendant ces années de sommeil, la fille avait atteint la puberté et a demandé « Êtes-vous vraiment en train de fuir ou de vous promener ?» L'oiseau remarqua avec ironie que la blonde semblait aimer marcher pendant qu'il la poursuivait. Maya l'a renvoyée. Plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus cela devenait difficile. Elle essayait d'estimer mentalement la distance qu'il lui restait à parcourir. Mais, entendant les cris du clergé derrière elle, elle sembla retrouver un second souffle. Il était trop tôt pour se détendre. La fille décida de se cacher quelque part pendant un moment, alors elle s'arrêta derrière le large tronc d'un grand arbre. Elle, privée de ses dernières forces, s'appuya contre un arbre. Les muscles me faisaient mal, tout comme les poumons. Elle était si fatiguée qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir. L'oiseau, qui se faisait appeler Dieu, continuait à tourner au-dessus de la fille. Il lui a demandé si elle pensait vraiment que fuir changerait quelque chose. La jeune fille ne connaissait pas exactement la réponse à cette question, mais elle était sûre qu'il valait mieux faire cela que de mourir 1 an plus tard. La petite ombre, dont le corps scintillait de bleu comme une vague de mer, demanda sournoisement comment Maya connaissait son destin. La fille était abasourdie. Est-ce que même le dieu ici savait qu'ils étaient dans une relation amoureuse et qu'elle n'était pas la vraie Maya? Essayant de détourner les soupçons d'elle-même, la blonde a déclaré qu'elle avait simplement réussi à voir l'avenir dans certains rêves. Le poussin la regarda avec incrédulité. Cependant, il semblait y croire et disait que cela devait être un tour de chance. Dieu lui a expliqué qu'il la corrigerait bientôt. Maya ne mourra pas, mais tombera dans un sommeil éternel. Elle a demandé quelle était la différence. Il répondit que le corps de la sainte devrait s'endormir et que son âme irait vers lui pour l'éternité. Dieu lui a demandé si elle pouvait se réveiller dans 100 ans. Retournerait-elle au temple à sa demande? Elle a demandé « Tu n'as pas pitié de moi ?» Le poussin répondit qu'il se sentait désolé, comme tous ses enfants sur cette terre. Maya remarqua que le dieu aimait le plus Kinès. Il a répondu qu'il s'intéressait aux enfants qui avaient dit ses capacités. Le pauvre Kinès ne pouvait probablement pas dormir en ce moment. Tout cela est dû au fait que le corps humain est entré dans le royaume de Dieu. C'était un processus autoréalisateur. Plus le gars dépensait d'énergie, plus il lui était difficile de s'endormir plus tard. Dieu a demandé « Les gens n'ont-ils pas le choix dans la vie ?» Maya était en colère à ce sujet, car elle a dû s'enfuir par désespoir. Maya a également rappelé qu'elle était aussi une fille de Dieu, ce qui a beaucoup surpris le poussin.
car il l'avait complètement oublié. Ils ont discuté de la nécessité d'un jour pour un homme d'endormir l'empereur. Par exemple, Reine Adrienne. Maya a suggéré cette fille, car elle était le personnage principal du roman. Mais Dieu a protesté, il avait besoin de Maya. La nana a dit que si la fille ne voulait pas sauver l'empereur, elle devrait au moins l'avertir d'économiser ses forces. Mais Maya a refusé. Tant que le cardinal gris, Raka Aintia, existait, l'empereur ne pouvait s'empêcher d'utiliser tous ses pouvoirs. Raka a même kidnappé le personnage principal du roman, ce qui a forcé Kines à faire tout son possible pour la protéger. Mais peu importe ce qui se passait entre les personnages principaux du roman, Maya n'allait pas sacrifier sa vie pour eux. Dieu, qui était apparu au départ pour la convaincre, demanda à la jeune fille de réfléchir à nouveau à son choix. Cela a vraiment énervé la blonde. Combien de fois pourrait-il lui dire qu'elle devait retourner au temple? La fille a décidé de donner une leçon à ce Dieu ennuyeux. Elle voulait qu'il se sente menacé de la même manière qu'elle. Maya voulait lui faire peur et l'attraper pour qu'il comprenne pourquoi elle s'était enfuie. Inquiète pour sa sécurité, la fille s'est précipitée après le poussin, essayant de l'attraper, mais il était beaucoup plus rapide et agile, se moquant d'elle. Le poussin était peu amusé par cette situation. Il se précipitait désespérément dans les airs d'un côté à l'autre, esquivant les mains tenaces. Mais à un moment donné, il a réussi à disparaître inaperçu, disparaissant de la vue de la fille, ce qui l'a conduite dans une impasse. Maya regarda autour d'elle, essayant de trouver des traces du dieu, et remarqua accidentellement une sorte de tache colorée parmi l'herbe verte épaisse. Pensant qu'il s'agissait d'un poussin caché dans les buissons, la fille s'est jetée dessus et l'a saisi fermement à deux mains. Mais quelqu'un qu'elle a attrapé a haleté silencieusement, ce qui a immédiatement rendu la blonde méfiante et figée. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout un poussin, mais une grande brune, le même cardinal gris dont Maya avait si peur. La réaction de la fille fut un peu lente, donc la première pensée qui lui vint à l'esprit fut que le gars avait les cheveux très doux. Elle n'a pas immédiatement réalisé que c'était Raka devant elle. Alors elle n'a pas eu peur. Dieu remarqua qu'elle avait attrapé quelque chose d'étrange. La nana a dit que si quelqu'un la voyait, il penserait que Maya était une perverse obsédée par les cheveux des autres. Après cela, elle lâcha immédiatement l'homme aux cheveux noirs et lui demanda, un peu maladroitement, comment il se sentait. À sa grande surprise, il tomba sur l'herbe et ne réagit pas du tout aux facteurs environnants. « Il n'est pas mort, n'est-ce pas ?» La fille se figea, se sentant très coupable. Est-elle vraiment devenue une tueuse de sang-froid après s'être échappée du temple? Avec une déception palpable, la blonde remarqua que Teritos s'était enfui. Et il a aussi osé s'appeler Dieu. La jeune fille tendit la main vers le visage du jeune homme et réalisa avec soulagement qu'il respirait, ce qui signifiait qu'il était vivant. Elle ne voulait pas penser que le poussé aurait pu lui causer une commotion cérébrale. Soudain, des voix d'enfants se firent entendre à proximité, se disputant clairement pour une bagatelle, discutant de quelque chose qui leur était propre. Et l'instant d'après, ces enfants se sont suffisamment approchés de Maya pour remarquer son frère, qui était allongé sur l'herbe. La blonde tourna finalement son attention vers les garçons, qui commençaient à s'agiter trop vite, criant que leur frère était mort. En regardant leur frère puis la prêtresse, les enfants agités pensèrent naturellement que cette fille était responsable de ce qui était arrivé à Raka. Elle a essayé de calmer les enfants et d'expliquer qu'il y avait eu un malentendu. Et ils ont semé la panique de nulle part. Mais les jumeaux ne voulaient pas l'écouter. Ils ont dit qu'ils étaient venus avec leur frère dans la forêt, pour les fleurs de Shakira, et la prêtresse les a attaqués. La blonde ne comprenait pas vraiment pourquoi les enfants étaient si obsédés par l'issue fatale, et expliqua que leur frère n'était pas mort. Mais convaincre les enfants têtus s'est avéré plus difficile qu'elle ne le pensait. Remplis de colère, les garçons décidèrent de la tuer pour se venger. Maya a demandé aux enfants de ne pas faire de bêtises. Se pourrait-il qu'Aïcha, la sœur cadette de Rak, puisse utiliser la magie noire? Dans une tentative de raisonner les plus jeunes et de sauver sa propre vie, la sainte dit qu'elle pourrait sauver leur frère s'ils s'arrêtaient. Aïcha a dit à la fille d'arrêter de leur mentir, parce qu'elle pensait que c'était juste un piège, mais son frère est intervenu dans leur conversation. Le jumeau a dit que les paroles de la fille pourraient être vraies. La fille, qui avait déjà commencé à lancer des sorts, était mécontente. La blonde pleurait presque de bonheur. Dieu merci, au moins Delquin est resté calme et l'a écouté. La sœur a demandé à la brune comment la prêtresse pouvait sauver leur frère, et il a répondu que la fille était une personne adulte et instruite. Il se souvenait que son frère aîné leur disait qu'une seule fois dans sa vie, un adulte pouvait sauver quelqu'un de la mort.
À titre d'exemple, Delkin a cité la situation où leur frère a sauvé Puri, qui l'ont élevé. Mais cela n'a pas complètement convaincu Aïcha, car après le sauvetage, Puri est devenue complètement étrange. Donc la prêtresse n'a pas pu la tromper. Maya savait que leur animal de compagnie avait changé à cause de l'utilisation de la magie noire par Rak. Les enfants étaient si naïfs et croyaient leur frère en tout. Delkin, convaincu que son frère était mort, bien que ce ne soit pas le cas, persuada sa sœur, pensant que c'était le seul moyen de le sauver. Aïcha était mécontente que son frère la contredise constamment et l'empêche de punir la méchante prêtresse comme elle le méritait. Cependant, après quelques instants de silence, Aïcha s'adressa à la blonde assez sérieusement et un peu grossièrement. La fille lui a ordonné de sauver leur frère, comme le voulait le jumeau. Juste au cas où, elle a vérifié que la prêtresse était définitivement capable de cela. La jeune fille a confirmé, mais après cela, ils lui ont clairement fait comprendre que si soudainement rien ne fonctionnait, ils la tueraient. Maya n'avait pas trop peur des menaces des gars, car elle avait confiance en elle. Alors elle a suggéré de déménager dans un autre endroit pour commencer. Elle pensait qu'il faudrait un certain temps à Raki pour se réveiller et espérait qu'il irait bien. Après un certain temps, le trio, avec leur frère endormi dans leurs bras, atteignit une petite maison en bois. Les enfants ont conduit la prêtresse dans la maison. Tous les trois gémirent parce que Raka était trop lourd pour eux. Tu dois le mettre sur le lit. Complètement épuisée, Maya suggéra aux plus jeunes d'allonger Rak sur le sol pour le moment et de se reposer un peu. Aïcha était presque d'accord, mais son frère lui cria dessus, lui disant qu'elle ne devait pas écouter cette méchante prêtresse. Alors, sans faire de pause, les trois se précipitèrent une dernière fois vers la chambre et mirent ensemble le jeune homme au lit. Maya se gratta l'arrière de la tête et soupira lourdement. Ils ont à peine réussi à ramener le gars chez lui, mais ils ont quand même réussi à le faire. Au fait, le corps de Rak s'est avéré beaucoup plus fort qu'elle ne le pensait au départ, ce qui était très curieux pour le saint. Pendant que la fille se tenait debout et parlait de quelque chose qui lui était propre, les enfants parlaient entre eux, puis se tournèrent soudainement vers Maya. Aïcha, visiblement très effrayée, supplia la blonde de sauver leur frère. Ces enfants effrayaient parfois vraiment la prêtresse par leur comportement. Delkin dit sévèrement à sa sœur qu'elle n'aurait pas dû se précipiter sur la blonde. Sinon, elle mourrait de peur plus vite qu'elle ne pourrait sauver Raka. Maya a remarqué que c'était une tâche vraiment difficile. Alors elle a suggéré aux enfants de faire une courte pause. La blonde se rendit compte que son frère contrôlait souvent Aïcha. Elle devrait donc rester plus proche de lui. Maya n'a pas pu cacher ses pensées rusées, ce qui a alarmé les enfants, car elle ressemblait à une vraie méchante. Finalement, la jeune fille a dit qu'elle essaierait toujours de réanimer son frère, mais qu'il était fort possible qu'elle ait besoin de leur aide. Le plus jeune avait des soupçons sur ce plan, puisque son frère aîné sauvait Puri seul. Mais Maya trouva rapidement quelque chose à répondre, disant que Raka était tout simplement très capable. Les enfants étaient remplis de fierté et de joie. Les enfants rayonnaient littéralement de joie, et soudain, la blonde sentit à quel point l'aura des enfants était forte. C'était de la magie noire. Malgré tout, la jeune fille a réussi à inspirer confiance aux enfants, qui ont donc volontiers accepté de l'aider de toutes les manières possibles. Tout d'abord, Maya leur a demandé dans quelle maison ils se trouvaient. Les enfants de la famille Entia ne vivraient jamais dans une telle hutte. Delkin a expliqué à la fille qu'ils ne vivaient pas ici. Cette maison était utilisée par Raka lors de la recherche des fleurs de Shakira. La fleur de Shakira doit son nom à la femme qui l'a découverte, Shakira. Il était largement connu pour son effet calmant. Il était principalement utilisé par l'empereur Kinès, dont l'état était instable en raison du pouvoir divin. Maya comprenait pourquoi l'empereur avait besoin de la fleur, mais elle ne pouvait pas imaginer pourquoi le duc pourrait en avoir besoin. La fille a commencé à donner des instructions aux enfants. Elle demanda d'abord à Delkin de verser de l'eau dans le bassin et de lui apporter une serviette. Le garçon s'est immédiatement précipité pour répondre à la demande avec enthousiasme, et sa sœur l'a regardé d'un air maussade. Elle demanda à la prêtresse quelle tâche elle lui avait préparée. La blonde expliqua qu'elle n'avait tout simplement rien à demander à Aïcha pour le moment. L'instant d'après, la fille trouva soudain suspect que Maya fasse preuve de zèle pour sauver son frère. Ce n'est qu'à ce moment-là que la prêtresse pensa au fait que Raka pourrait très bien la tuer à son réveil. Elle avait besoin de trouver une arme de toute urgence. La blonde a dit de manière très ambiguë qu'elle voulait en fait demander au plus jeune quelque chose de très important. Le saint se pencha plus près de la jeune fille, lui murmurant doucement sa demande à l'oreille, ajoutant un sentiment de mystère à leur accord.
Il s'avère que Maya a demandé à la fille de lui apporter une poêle à frire, et elle a été très surprise, ne comprenant pas pourquoi cela était nécessaire. La fille a décidé d'expliquer sa position en rappelant aux plus jeunes l'histoire de la façon dont son frère a sauvé leur animal de compagnie. Elle a dit que les adultes devaient soi-disant effectuer un rituel pour cela, et que chaque personne avait des outils différents pour cela. Aussi étrange que cela puisse paraître, son outil était une poêle à frire, mais seule Aïcha devait la garder secrète. La jeune fille réfléchit un instant, repensant à tout ce que la femme plus âgée avait dit pour sa défense. Elle pensait que si tout cela était vrai, alors la fille aurait une chance de sauver sa vie quand elle serait grande. Finalement, la brune crut et accepta. Alors, une Maya satisfaite l'envoya à la cuisine chercher une poêle à frire. Aïcha quitta la pièce en fermant la porte derrière elle, et la blonde se retrouva finalement presque seule dans la pièce. Elle s'assit sur la chaise la plus proche et essuya la sueur de son front. Elle avait été trop nerveuse pendant tout ce temps. Son corps était devenu presque engourdi. La fille a pu profiter du moment libre et se laisser respirer. Mais bientôt son attention a été à nouveau attirée par Raka. Elle se demandait ce qui se passerait si elle devait vraiment utiliser la poêle à frire pour se défendre. Mais si Raka s'évanouissait à nouveau après cela, les chances qu'il la tue à l'avenir ne feraient qu'augmenter. La fille essaya de se calmer, et s'occupant du Rak endormi, ne remarqua pas à quelle vitesse la journée passait. Les enfants se sont endormis assez tôt, prenant leur place dans la pièce voisine. Ils étaient également très fatigués pendant la journée. Raka était toujours allongée calmement sur le lit, n'ayant toujours pas récupéré de toute la journée. Maya surveillait cette famille, armée d'une poêle à frire au cas où, pour ne pas avoir d'ennui si quelque chose arrivait. Soudain, son regard tomba sur une fenêtre fermée, qui se trouvait dans la pièce où le frère aîné d'Aintia se reposait. Juste au cas où, Maya a décidé d'ouvrir cette fenêtre. Une brise nocturne rafraîchissante s'est immédiatement glissée dans la pièce, faisant flotter les rideaux. La fenêtre devenait désormais un moyen supplémentaire pour la prêtresse de s'échapper si quelque chose tournait mal soudainement. Elle pourrait ne pas arriver à la porte à temps. Il était assez difficile de garder un œil sur une personne, sans savoir du tout quelle serait sa réaction à son égard. En tout cas, si le mystérieux duc essayait de la tuer, elle pourrait désormais le frapper avec une poêle à frire et s'échapper. Elle se tenait là, la poêle à frire dans les mains, au-dessus du malheureux garçon, pensant à quelque chose qui lui était propre. C'était comme s'il pouvait se réveiller à tout moment. Soudain, la jeune fille entendit une voix fine derrière elle, qui lui criait dessus avec peur. « Maya, tu ne peux pas !» C'est le dieu Téritos qui vola vers elle. Il lui a ordonné de laisser tomber son arme immédiatement, car il pensait qu'elle essayait de tuer Raki. La fille a murmuré de manière menaçante au poussin de se taire, car il avait tort et pouvait maintenant réveiller la famille d'Intia. Il la calma et dit que seule Maya pouvait entendre sa voix. Bien sûr, qui oserait entendre la voix de Dieu? Ce fait a plu à la prêtresse, car cela signifiait qu'elle pouvait alors ignorer calmement les demandes du poussin. Il a recommencé à parler de la façon dont elle faisait une erreur, en essayant de tuer une personne vivante avec une poêle à frire. Elle a expliqué qu'elle n'avait aucune intention de tuer le duc. Elle avait seulement besoin de la poêle à frire pour survivre. Dieu est soudain devenu plus sérieux. Il a dit que, si elle voulait renverser le gars avec une poêle à frire, il pourrait très bien mourir. Maya ne le croyait pas. La nana ne savait pas pourquoi la fille était si obsédée par la vie, mais elle devait arrêter. Une fois de plus, elle dut écouter les demandes du Seigneur de retourner au temple, car c'était son destin, et elle ne pouvait pas y résister. Comme toute autre personne, la jeune fille ne voulait pas accepter le fait qu'elle était destinée à mourir 1 an plus tard. Elle était déjà morte dans sa vie passée, perdant tout ce qu'elle avait en un instant. Alors, elle comprenait la valeur de la vie qui lui avait été donnée. Maya était inébranlable. Si son destin était écrit pour mourir dans l'année, alors la jeune fille était déterminée à changer cela. Téritos, qui n'avait pas d'autre choix, finit par céder, mais demanda à Maya de mettre la poêle de côté. Dieu jura qu'il assumerait la responsabilité et que la jeune fille ne mourrait pas, mais elle avait peu confiance dans le changement soudain de sa position. Cependant, le poussin lui inspirait confiance. Alors la prêtresse accepta ses conditions et baissa à contre-cœur la poêle. Elle aimerait savoir pourquoi Téritos l'a tant découragée. Et un seul serment suffit-il avec une position aussi agressive? Elle jeta un coup d'œil au garçon endormi et remarqua pensivement que Dieu se souciait visiblement beaucoup de Rak. Téritos ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. Raka était irremplaçable. Mais la fille ne comprenait pas cela. La brune était une méchante. Dieu ne savait-il vraiment pas qu'ils avaient une liaison?
Ou bien Raka était-il important précisément parce qu'il était le principal antagoniste? C'est peut-être seulement avec l'ajout d'un méchant que Reyna et Kines auraient pu développer une relation plus profonde. En tout cas, dans quelques jours, toute cette histoire avec la famille Intia cessera d'avoir aucune importance dans sa vie. Le reste de la nuit s'est déroulé assez calmement. Maya s'est assise sur Raka jusqu'à ce qu'elle-même s'endorme au bord de son lit. Teritos resta dans la cabane jusqu'au matin pour s'assurer que tout était en ordre et que le cours de l'histoire n'était pas encore plus perturbé. Il s'assit pensivement sur le rebord de la fenêtre et pensa au fait qu'il n'était pas du tout revenu à la vie, que Maya deviendrait une telle personne. Pour autant qu'il s'en souvienne, c'était une enfant très douce et timide. Pendant un moment, il s'inquiétait de son innocence, mais cela suffisait à rendre ses capacités physiques supérieures à celles des autres. Elle était censée revenir vers lui à 25 ans. Il pensait que la prévoyance dont sa fortune avait fait preuve était très choquante. Il lui a dit de rester loin de ça, mais maintenant la fille est devenue agressive et avait un objectif clair dans la vie. De plus, les fils du destin autour d'elle s'en mêlèrent, beaucoup plus confus que ceux des gens ordinaires. Son destin était particulièrement lié à celui de Rak, mais le duc était l'homme qui utilisait la magie noire. Comme Teritos ne pouvait pas influencer les changements qui avaient déjà commencé à se produire, il était intéressé à découvrir ce qui allait se passer ensuite. La première personne dans la maison à se réveiller ce matin-là fut le duc, ouvrant les paupières un peu paresseusement. Sa tête lui faisait très mal et il essayait de comprendre ce qui venait de lui arriver et pourquoi il était allongé dans sa maison. Au bord de son lit, il remarqua une fille qui dormait paisiblement, assise sur une chaise et appuyant ses bras sur son lit. Des bribes de souvenirs indiquaient à la brune que c'était la même fille qui l'avait attrapée par les cheveux et l'avait jetée au sol. Le regard du gars s'est immédiatement rempli de colère et une aura sombre a entouré sa silhouette. Doit-il la tuer maintenant? Comment cette blonde ose-t-elle l'attraper par les cheveux et, comme si cela ne suffisait pas, le pousser au sol? Il regarda la femme sans défense avec sang-froid, pensant à la façon dont il pourrait la tuer. Peut-être juste l'étrangler? Et quand sa paume pâle atteignit presque les boucles légères de la femme endormie, le gars se ressaisit, pensant à quelque chose. Il se demanda soudain pourquoi il n'avait pas réagi à une telle impudence avant de perdre connaissance. Un cou fragile, prêt à se briser au moindre de ses mouvements, et un teint pâle. La fille avait l'air très vulnérable. Et puis le jeune homme se souvint qu'au moment où la blonde lui avait attrapé la tête, il avait ressenti quelque chose d'étrange. Pour une raison quelconque, à ce moment précis, il ressentit une terrible somnolence et que son corps était à sa limite. Ce sentiment lui semblait familier. Après que la magie noire soit entrée dans son corps, chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait des pleurs. Cependant, au moment où il fut endormi par les mains de la blonde, il y eut un silence complet autour de lui, et il ne ressentit aucune douleur. Son souffle s'arrêta. Le gars chuchota à voix haute, doucement et pensivement. La fleur de Shakira. L'effet de ses mains sur le jeune homme était le même que celui de la fleur de Shakira. Ils m'ont calmé et m'ont permis de dormir paisiblement. Il ne comprenait pas pourquoi un homme pouvait avoir la même influence que la fleur qu'il recherchait constamment. Le jeune homme entendit la fille rire doucement de quelque chose dans son sommeil. Elle s'est allongée sur son lit et a ri, complètement intrépide. Le duc décida de reporter son meurtre un instant, mais marmonna doucement. « Riez à votre guise, c'est peut-être la dernière fois. » Raka remarqua que tout contact avec cette femme le rendait faible. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle capacité. Peut-être qu'il avait juste sommeil, et c'est pour ça que ça lui semblait comme ça? Laissant de côté ses pensées à ce sujet, la brune décida d'aller voir les jumeaux. Mais dès qu'il sortit du lit, il découvrit que, pour une raison quelconque, il y avait une grande poêle à frire sous ses pieds. Cela le surprit quelque peu. Se pourrait-il qu'Aïcha et Delkin jouaient et l'aient amené dans cette pièce? Le gars n'y a prêté aucune attention et est allé dans la chambre des jumeaux, mais il a été immédiatement attaqué dès qu'il est entré. Raka esquiva le flot de magie noire et rappela à Aïcha qu'elle ne devait attaquer qu'après être sûre qu'il s'agissait d'un ennemi. Cependant, il ne pouvait que féliciter sa jeune sœur pour ses compétences et sa réaction rapide face à un danger potentiel. La fille s'assit sur le lit, saluant joyeusement son frère aîné, ne s'attendant pas à le voir dans l'embrasure de la porte. Elle a immédiatement commencé à secouer joyeusement son jumeau, l'informant que leur frère était toujours en vie. Aïcha a dit que cette prêtresse maléfique avait sauvé leur frère après tout. Mais Delcaïn n'avait de toute façon aucun doute sur Maya. Les enfants ont commencé à interroger l'aîné sur sa santé,
Mais Raka voulait rapidement savoir auprès d'eux ce qui s'était passé. Mais les garçons ne pouvaient pas se concentrer sur ces questions, posant 1 million des leurs, heureux de son retour. Les enfants ont également parlé de Puiri, qui était un diable sous la forme d'un écureuil, qu'il a offert à Delquin pour son anniversaire. Un jour, elle était au bord de la mort, et Raka l'a ranimée avec l'aide de la magie noire, ce qui a eu quelques conséquences en raison du risque. Le jeune homme a fait de son mieux pour cacher cela à son frère, en racontant aux enfants une histoire sur la façon dont les adultes peuvent guérir les gens et les animaux. Les enfants avaient peur que leur frère devienne étrange comme Puri, mais la prêtresse maléfique l'a sauvé, et Raka était en parfaite santé. Le duc, ne comprenant pas bien de quel salut par la prêtresse il parlait, demanda s'il parlait non de la femme dans sa chambre. Les jumeaux ont confirmé et raconté comment ils ont aidé la fille à sauver son frère aîné. Delcain a expliqué comment il avait aidé, et Aïcha a dit que sa part d'aide était un secret qu'elle devait garder. Mais comme son frère avait toujours été une exception à toutes les règles pour les enfants, Aïcha a admis que Maya lui avait demandé d'apporter une poêle à frire. La prêtresse dit à la jeune fille qu'elle devait accomplir un rituel sacré pour sauver Raka, alors Aïcha obéit. En regardant la poêle à frire dans sa main, le duc se demanda à quoi le blond pouvait bien en avoir besoin. Peut-être que la blonde voulait cuisiner quelque chose pour que ses plus jeunes meurent d'une intoxication alimentaire? Pourrait-elle être une tueuse? Mais le gars a rapidement rejeté cette option, arrivant à la conclusion que Maya était un peu stupide pour une tueuse. Le duc avait de nombreux ennemis, donc l'apparition soudaine de la jeune fille pourrait également être due à une hostilité personnelle. Mais cette option ne lui convenait guère non plus. Il voyait une blonde pour la première fois de sa vie. C'était tout à fait étrange, pour être honnête. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'issue à cette situation. Alors la brune décida d'attendre et d'observer la femme. Un certain temps passa, et la prêtresse se réveilla également, en bâillant bruyamment, après un long sommeil relaxant. Elle remarqua immédiatement que Raka avait apparemment déjà repris ses esprits, puisqu'il n'était pas au lit et que la pièce était vide. Et, si vous regardez les choses sous cet angle, la blonde était même saine et sauve pour l'instant. Raka ne l'a même pas tuée. Elle avait même des soupçons selon lesquels Maya aurait pu mourir et renaître à nouveau, mais ce n'était pas le cas. Dans le coin de la pièce, la fille remarqua un vieux miroir sale, qui n'avait visiblement pas été utilisé depuis très longtemps. Cependant, cela n'a pas empêché Maya de voir dans le reflet du miroir les mêmes cheveux blonds et les mêmes yeux bleus auxquels elle était habituée. Elle toucha ses joues avec ses paumes et s'assura enfin qu'elle était toujours à l'intérieur du roman, dans le corps de Maya. La tension due à la peur pour sa vie s'est atténuée, et Maya a même développé un appétit. Elle voulait vraiment manger quelque chose le plus vite possible. La fille s'est dirigée vers la cuisine pour vérifier ce qu'elle pouvait prendre comme collation et pour découvrir comment cuisiner dans ce monde. Mais dès qu'elle ouvrit la porte qui la mènerait hors de la pièce, la blonde tomba sur une brune tout aussi surprise. Raka l'étudia d'un regard attentif, sans prononcer un seul mot inutile. Le regard de la jeune fille se posa sur le fait que le jeune homme serrait sa poêle à frire dans sa main, et elle ne comprenait pas pourquoi. Et la poêle est maintenant plus propre qu'hier. La blonde, se déplaçant maladroitement, remarqua que Raka avait suffisamment dormi. Le gars lui a répondu plutôt froidement que c'était le cas, et a également souhaité bonjour à Maya, comme si de rien n'était. La blonde a décidé d'être la première à soulever le sujet de ce qui s'était passé, et s'est excusée d'avoir attrapé le gars par les cheveux hier. Le gars, apparemment confus, a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle l'avait accidentellement attrapé par les cheveux et l'avait repoussé. Même si le duc n'avait rien fait d'effrayant, son regard et son ton étaient des terrifiants. Il se souvenait de quelque chose comme ça. Elle a mentionné avec culpabilité qu'elle était désolée, et il a averti que si Maya faisait à nouveau la même erreur, elle irait dans l'autre monde. Après cela, il lui a demandé si ses excuses s'arrêtaient là, ou s'il y avait peut-être autre chose. La fille hésita. Aurait-elle dû accepter et mettre fin à la conversation ou non? Ou aurait-elle dû admettre qu'elle avait envie de le frapper à la tête avec une poêle à frire, inquiète pour sa vie? À ce moment-là, des enfants sont entrés dans la pièce. Ils se sont plaints de ne plus vouloir de soupe au petit déjeuner et ont également été surpris que la prêtresse soit toujours là. La jeune fille salua gentiment les garçons et leur souhaita le bonjour, détournant son attention du duc vers les enfants. Maya pensait déjà que les enfants seraient heureux de la voir, mais Aïcha était indignée que la fille ne soit pas encore partie. Cependant, cela n'a pas contrarié la blonde. Elle a demandé avec espoir si cela signifiait qu'elle pouvait rentrer chez elle. Sans attendre de réponse, la jeune fille leur fit signe au revoir et se précipita vers la sortie.
espérant avoir l'air naturel. Mais au moment où la prêtresse était déjà sur le pas de la porte, elle fut soudainement arrêtée et rappelée. Raka lui a demandé s'il y avait d'autres personnes du temple ici, à part elle. Si vous y réfléchissez, elle n'était pas une prêtresse, même si tout le monde la considérait comme telle. La blonde répondit que non, il n'y avait qu'elle ici. Le jeune homme tendit soudain une poêle à la blonde, et elle l'accepta avec confusion. Le gars lui a demandé si elle n'allait pas leur cuisiner quelque chose. Il a même lavé la poêle spécialement pour elle. Pour être honnête, il lui était difficile d'imaginer un méchant debout devant l'évier et lavant une poêle à frire. Mais c'était ainsi, et le duc s'attendait à ce que la blonde accède à sa demande. Il se pencha plus près de la fille. Raka, confiant d'avoir compris son plan astucieux, dit doucement qu'il était désolé si Maya voulait empoisonner ses enfants. Cette fois, il allait faire comme s'il ne savait rien. Mais la prochaine fois, Maya devait se préparer aux conséquences. La fille se figea sur place. Elle n'avait aucune idée de l'intoxication alimentaire et des meurtres dont parlait le duc. Sans rien dire de plus sur le sujet, la brune désigna le coin de la cuisine et dit que la blonde pouvait commencer à cuisiner là-bas. Il était difficile pour la fille de comprendre si ce méchant voulait vraiment qu'elle cuisine quelque chose pour eux. Dans la cuisine, la blonde n'a trouvé que 3 ingrédients: des carottes, des oignons et des pommes de terre. Elle a décidé de cuisiner avec ce qu'elle avait. Maya regarda autour d'elle, perdue dans ses pensées. Eh bien, puisqu'on lui a demandé de le faire, elle n'avait pas le choix. Peut-être que si elle pouvait cuisiner quelque chose que les enfants aimeraient, le duc pourrait enfin lui pardonner. La blonde a dû s'appuyer sur ses 6 années d'expérience de travail en solo et proposer un plat adapté. Elle n'avait pas beaucoup d'options. Alors l'idée lui est venue assez rapidement, et elle a décidé de se lancer. Un certain temps passa, et il y avait déjà plusieurs assiettes sur la table, la nourriture dans laquelle elle sentait assez bon. Les enfants regardèrent la table avec surprise, car ils n'avaient jamais rien mangé de tel auparavant. Mais le fait qu'il s'agissait de légumes cuits ne les a pas impressionnés. Maya m'a convaincu que le goût des pommes de terre frites, des oignons et des carottes ne serait pas le même que celui des légumes ordinaires, et m'a demandé de l'essayer. La fille n'avait jamais vu personne de sa vie qui n'aimait pas les pommes de terre frites, elle n'avait donc pas peur de la réaction. Aïcha a refusé de manger, parce qu'elle n'aimait pas les légumes. Alors Delkin a décidé d'essayer la nourriture en premier. Mais le frère aîné prit immédiatement l'assiette des mains du garçon, lui demandant d'attendre un peu. Apparemment, le duc n'avait toujours pas entièrement confiance en la blonde. Alors il a dit au plus jeune qu'il essaierait d'abord ce qui était préparé. Il a décidé que ce serait la meilleure et la plus sûre chose à faire, demandant spécifiquement à Maya, avec pression, si elle pensait la même chose. Elle était surprise qu'il soit si tendu. Après tout, il l'avait vu cuisiner. La blonde lui assura que la nourriture n'était pas empoisonnée. Le cardinal gris était beaucoup plus méfiant qu'elle ne l'avait prévu. Il a quand même essayé ses pommes de terre. Et après avoir mangé une cuillerée du plat, il en a essayé quelques autres. Puis Delkin lui a demandé si tout allait bien. Le gars a répondu que le plat s'était avéré plutôt bon. Et après cela, Maya a finalement pu pousser un soupir de soulagement. Delkin a également dit que c'était très savoureux. La jeune fille n'avait aucun doute sur le fait que les pommes de terre frites étaient une option gagnant-gagnant. Aïcha a demandé à son frère s'il aimait vraiment la nourriture, et il a répondu que sa sœur devait aussi l'essayer. Encore un peu méfiante à l'égard du plat, la jeune fille en goûta néanmoins un petit morceau. Elle réfléchit à quelque chose pendant quelques secondes, puis se leva soudainement de la table et s'adressa à la prêtresse. À la surprise générale, Aïcha fut tellement impressionnée par la prêtresse qu'elle dit qu'elle l'embauchait pour travailler et l'invitait chez elle. Raka ne put s'empêcher de réagir à des demandes aussi audacieuses de sa sœur. Alors il demanda à la blonde de s'écarter et de lui parler. Les aînés sont sortis ensemble, et Raka a alors demandé à la fille si elle avait mis quelque chose dans la nourriture des enfants. La fille ne comprenait pas pourquoi le gars avait de tels doutes, mais pour une raison quelconque, le duc pensait qu'elle avait fait quelque chose avec la nourriture. La blonde, sans une seconde d'hésitation, répondit qu'elle n'avait rien fait de tel. Le gars lui a expliqué qu'Aïcha n'avait jamais reconnu les gens autour d'elle, mais que pour une raison quelconque, elle avait soudainement changé. La fille supposa qu'elle aimait vraiment les pommes de terre et que c'était la première fois qu'elle entendait parler de l'éloignement d'Aïcha. Le jeune homme resta sur ses positions et déclara que si la blonde n'avait rien mélangé à leur boisson, sa sœur n'aurait jamais suggéré une telle chose. Maya était furieuse que le gars lui ait posé cette question. En cas de doute, pourquoi ne pas demander à Aïcha elle-même son choix? Malgré le fait que la brune considérait tout ce qui se passait comme très suspect, il annonça que Maya irait au château avec eux. Elle était stupéfaite par la surprise.
La fille a essayé de l'arrêter, mais le gars lui a demandé pourquoi elle se disputait. Maya a décidé elle-même qu'il ne valait pas la peine de s'impliquer avec les personnages principaux du roman, même s'il s'agissait de Raka. Elle ne pouvait pas être sûre qu'elle ne serait pas tuée, alors elle a menti et a dit qu'elle devait s'occuper de ses plus jeunes enfants. Mais cette excuse n'a pas du tout effrayé la brune, car il a dit que ses proches pouvaient également y aller. Puis la blonde dit soudain qu'elle avait un mari très jaloux qui ne la laissait tout simplement pas aller travailler pour Raku. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas, car les saints ne pouvaient pas se marier. Et la jeune fille répondit avec ingéniosité qu'elle n'était pas du tout une sainte. Ce n'était pas si facile de tromper ce type. Il savait que personne d'autre que les saints ne portait de vêtements blancs. Maya a essayé de le convaincre qu'elle aimait simplement les vêtements, mais le duc n'a pas cru à ce mensonge. La fille se retourna et commença à montrer que sa robe était très confortable, et c'était la seule raison pour laquelle elle la portait, elle n'était pas une sainte. Il fallait admettre que la blonde s'était un peu laissée emporter par ses mensonges, car elle commençait déjà à avoir l'air assez ridicule en tournoyant. La fille a tellement essayé de rester dans son personnage qu'elle a accidentellement déchiré la robe qu'elle portait. Raka, ayant décidé de croire les paroles de la jeune fille, selon lesquelles elle n'était pas une sainte, remarqua qu'elle avait alors un goût unique. D'une main, la blonde tenait sa robe du côté où la couture s'était détachée. Elle s'est rendue compte qu'elle avait clairement dépassé les bornes. Elle a continué à mentir en disant que son mari et ses jeunes frères et sœurs se trouvaient désormais plus au nord, à environ 1 heure de marche d'ici. 1 heure de marche était trop longue. Il était donc peu probable que le duc ait décidé de suivre l'itinéraire indiqué et de vérifier ses propos. Elle était heureuse de voir la confusion du gars, pensant qu'elle avait enfin surmonté le moment critique. Mais Raka a ensuite dit que, pour autant qu'il le sache, il n'y avait que des montagnes au nord d'ici. La blonde se corrigea rapidement, disant qu'elle parlait de l'ouest. Mais à l'ouest, il n'y avait aussi que des montagnes. Raka lui a dit que le seul endroit habité à moins d'1 heure de marche d'eux était à l'est. Maya a saisi cet indice et a confirmé qu'elle était de là-bas. Elle était juste confuse et l'a donc dit de manière incorrecte. Le gars a calmement admis qu'il avait menti. Le village était au sud. Cela signifie que la fille lui a menti sans vergogne surtout. Remarquant à quel point la brune s'est mise en colère contre ses mensonges, une seule pensée est apparue dans la tête de la fille. Elle devait courir. Raka sourit malicieusement, pressant la fille effrayée contre le mur, et demanda « Et où vas-tu t'enfuir » Elle essaya de se calmer, et d'une voix calme et agitée, dit honnêtement qu'elle ne s'enfuirait pas s'il s'éloignait un peu d'elle. Au lieu de répondre à sa demande, le jeune homme a continué à la surveiller. Comment peut-il lui faire confiance si elle lui a menti ? La fille essaya de lui assurer que ce ne serait pas le cas cette fois-ci, mais Raka était sûre qu'elle lui mentait même maintenant. Il était difficile pour Maya de comprendre pourquoi l'homme aux cheveux noirs la prendrait s'il ne la croyait même pas. La prêtresse lui demanda s'il pouvait parvenir à un accord si elle lui disait son nom. Elle allait utiliser les pouvoirs de Teritos. Son nom n'était pas si sérieux, mais la fille n'avait tout simplement pas d'autre choix. Le gars recula un peu, reprenant ses esprits. Il ne connaissait pas vraiment son nom, mais il voulait vraiment le découvrir. Au début, elle voulait répondre la vérité, mais si Maya avait dit son nom, il aurait immédiatement compris qu'elle était une sainte. C'est pourquoi, pour éviter des soupçons inutiles, elle a dit que son nom était Mémire et qu'elle n'avait pas de nom de famille. Le gars fronça les sourcils et demanda sérieusement à la fille « Est-ce vrai ou tu ne veux tout simplement pas parler ?» La blonde a honnêtement admis qu'elle n'avait pas vraiment de nom de famille. Elle ne savait même pas qui étaient ses parents. La vie personnelle de Maya n'a jamais été révélée dans le roman, car elle n'était qu'un personnage mineur. Le livre était dédié au personnage principal, Kindness, donc la fille ne savait vraiment rien de ses proches actuels. Si Maya était morte un jour, personne ne s'en serait soucié, car la sainte n'était qu'un figurant dans cette histoire. Peut-être aurait-elle été plus heureuse si elle était née avec un destin différent, ou du moins pas avec la même mort que la sienne. Le jeune homme remarqua qu'il semblait que lorsque la blonde parlait de ses parents, elle disait la pure vérité. La prêtresse ne pouvait s'empêcher d'être heureuse que la voix du jeune homme soit devenue sensiblement plus douce et plus calme après cette déclaration. Elle a suggéré que peut-être la magie de Rak avait quelque chose comme un détecteur de mensonges qui pouvait détecter les mensonges. Peut-être qu'elle devrait apprendre la magie noire, cela pourrait l'aider à gagner beaucoup d'argent. Le jeune homme fronça soudain à nouveau les sourcils et devint méfiant. Il a demandé froidement « Qu'est-ce qu'il y avait juste dans tes yeux ?» Elle a demandé à Raki, effrayée, ce qui n'allait pas. Peut-être qu'il pensait aussi à gagner de l'argent grâce à sa magie.
L'aura sombre autour de l'homme aux cheveux noirs commença à s'épaissir. Il a dit que ses yeux avaient semblé étranges pendant un moment. Le gars ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il avait déjà vu quelque part ce regard ignoble qui brillait dans ses yeux. Les yeux sombres du gars devinrent terriblement dangereux, et son regard semblait perçant. Une nuée de chair de poule parcourut la peau de la fille. Elle recula de peur et demanda au gars de revenir à la discussion qu'ils avaient commencée. Le jeune homme a demandé si la jeune fille elle-même connaissait son nom. Elle répondit que oui, il était le duc de Raka Aintia. Elle savait également qu'il possédait une magie noire terrifiante, mais elle n'était pas encore autorisée à en parler. La brune remarqua que les jumeaux avaient dû lui dire son nom. Elle a confirmé qu'ils étaient devenus très proches. Raka a demandé comment la fille avait réussi à faire ça. Elle a répondu évasivement qu'il y avait toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Il réfléchit un instant et dit que la fille serait une bonne nounou pour les jumeaux. Leur dernière nounou a démissionné. Maya, sans réfléchir, répondit que c'était bien. Le gars, ne la comprenant pas bien, lui demanda à nouveau ce qu'elle avait dit. La blonde s'est rapidement corrigée et a menti en disant qu'elle avait probablement été distraite et avait dit autre chose que ce qu'elle pensait. Un silence gêné s'installa entre eux. La jeune fille était timide et nerveuse, et le duc ne comprenait pas comment traiter l'étranger. Le jeune homme répéta ses paroles sur la façon dont il voulait que Memira, c'est-à-dire Maya, devienne la nounou de Delcaïn et d'Aïcha. Il n'avait jamais vu personne gérer les jumeaux aussi bien, même s'il ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. De plus, Aïcha elle-même leur a dit à tous qu'elle voulait embaucher Maya. Il ne pouvait donc pas refuser ce plaisir à sa sœur. Il dit pensivement qu'il demanderait à son serviteur Chirom de garder un œil sur la fille pendant qu'elle travaillait pour ne pas s'inquiéter. La blonde le remercia pour l'invitation, mais lui rappela qu'elle ne pouvait pas aller au château. Elle aurait dû rester ici. La brune a fait remarquer avec désinvolture que le salaire de la nounou était de 500 kerks, mais Maya a dit qu'elle ne tomberait pas dans le panneau. Le gars a réfléchi un instant et a dit qu'il comprenait. La blonde pensait qu'ils arrêteraient la conversation là, mais ce ne fut pas le cas. Le jeune homme a commencé à augmenter la barre salariale, et plus la fille refusait, plus le montant devenait élevé. Lorsque Raka a atteint la barre des 900 kerks, Maya a finalement dû réfléchir à cette proposition et se taire. Avec ce salaire, la blonde pourrait acheter tout ce dont elle avait besoin pour déménager dans un autre pays. Remarquant que la jeune fille était plongée dans ses pensées, Ranka augmenta son salaire à 1000 kerks supplémentaires et elle accepta finalement. Elle pourrait facilement vivre toute sa vie avec 6000 kerks, ce qui signifie qu'elle n'aurait à travailler pour ce type que pendant 6 mois. Peut-être qu'en travaillant comme nounou, elle aurait même pu empêcher Raké et le personnage principal de se rencontrer, sauvant ainsi Kinès. Le gars a trouvé drôle que la sainte se soit laissée prendre par l'argent, et il a été si facile de la persuader de conclure un marché à cause de cela. Maya a répondu très modestement qu'elle n'avait pas dit qu'elle deviendrait la nounou des enfants pour l'argent. Elle avait ses propres objectifs. Après un certain temps, les anciens retournèrent à la maison. Raki était de bonne humeur, alors il a ri fort. Il a demandé une dernière fois à Maya si elle était vraiment prête à devenir nounou pour les enfants pour 1000 kerks par mois. Elle le confirma et, faisant la moue avec ressentiment, lui demanda de promettre qu'il ne la tuerait pas pendant ce temps. La jeune fille a décidé d'avouer à sa nouvelle connaissance qu'en fait, sa vie était désormais menacée et qu'elle était en danger. En fait, elle a été menacée par l'empereur et Raka, surtout le duc, qui dans le roman tuait tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Mais Maya ne pouvait pas lui en parler. L'homme aux cheveux noirs suggéra alors que la jeune fille avait peut-être peur des menaces d'Aïcha. Elle pouvait comprendre pourquoi le duc pensait cela. Mais néanmoins, il avait complètement tout mal compris. Le jeune homme a supposé que Maya voulait tuer les jumeaux, et c'est pourquoi ils ont commencé à la menacer. Elle s'y est opposée. D'une certaine manière, la façon dont le gars suggérait souvent quelque chose comme ça la faisait se sentir comme la personne la plus horrible du monde. Soudain, interrompant leur conversation, Aïcha s'est précipitée dans la pièce en claquant la porte. Elle voulait savoir de quoi les anciens parlaient en privé. Parce que la porte s'est ouverte soudainement, frappant la sainte, elle n'a pas pu s'accrocher et est tombée accidentellement sur Raki. Mais ce n'était pas la fin, car après cela, la fille trébucha également, appuyant son corps sur le jeune homme encore plus fort. Ils ont complètement perdu l'équilibre et sont tombés ensemble au sol. Maya se retrouva dos au sol et le duc planait juste au-dessus d'elle. Soudain, il sentit une odeur familière provenant de la fille. Confuse et effrayée à la fois, la blonde a essayé de repousser le gars loin d'elle, lui demandant si tout allait bien.
Ses yeux violets brillaient d'une flamme dangereuse, et il demanda au blond de ne pas le repousser. Le gars ne comprenait pas pourquoi leur proximité le faisait soudainement se sentir si bien. Il aida la jeune fille à se relever, et passant son bras autour de sa taille, lui dit de manière inattendue qu'elle lui plaisait beaucoup. Les enfants confus qui se tenaient dans l'embrasure de la porte étaient tous rouges, se sentant terriblement mal à l'aise et surpris. Delcane a demandé à sa sœur si elle pensait également qu'il s'agissait d'une relation adulte. Elle accepta timidement. Maya repoussa immédiatement la brune loin d'elle, rougissant non moins intensément, car les enfants avaient mal interprété la situation. Delcane cria joyeusement que la prêtresse était désormais leur parente, et Aïcha lui dit de ne pas dire de bêtises. Le garçon se souvient que sa sœur lui avait dit qu'elle aimait le saint. Elle n'a pas objecté, mais a dit que la parenté était différente. Les enfants commencèrent à se disputer pour savoir si la jeune fille était digne d'épouser leur frère, et si c'était vraiment leur destin. Aïcha s'est mise en colère et a dit à son frère qu'il avait dit que personne ne pouvait les sauver, mais Delcane a changé d'avis. Les enfants continuèrent leur caille verbale, et, voyant cela, Maya décida que ce n'était pas le moment de rester inactive. La fille voulait se rapprocher des garçons et les calmer, mais elle sentait Raka s'appuyer sur elle. « Tu t'es vraiment endormie ?» Delcane, quant à lui, prouvait à sa sœur qu'elle était plus âgée et qu'elle devait donc lui obéir, même s'il n'était plus âgé que d'1 minute. Réalisant qu'elle n'avait aucune chance de se rapprocher, la blonde soutint Raku avec ses mains et cria aux enfants d'arrêter. Seuls les jumeaux ne l'entendèrent pas du tout. Ils étaient trop occupés à se disputer et s'arrachaient presque les cheveux. Maya remarqua avec ironie qu'il semblait que les chiens aboyaient les uns sur les autres en ce moment, et que le gros chien s'était endormi juste sur elle. Le saint fit une autre tentative pour réveiller l'homme aux cheveux noirs, et cette fois, il se réveilla enfin. La fille, elle était déconcertée par le doux sourire du gars. C'était étrange. C'était comme si Raka était sous un charme. Maya s'est rapidement excusée d'avoir appelé son nom pour tenter d'attirer son attention, mais il a dit qu'elle pouvait continuer. Il a admis qu'il aimerait que la fille continue à l'appeler par son prénom à l'avenir. Le blond lui rappela qu'il aurait dû empêcher les jumeaux de se battre, et il répondit paresseusement. Tous les enfants grandissent dans les bagarres. Delcane a attrapé Aïcha par les cheveux, ce qui l'a mise très en colère, mais il l'a fait parce que sa sœur l'a attrapée en premier. Voyant que la pièce se remplissait rapidement de magie noire, une Maya effrayée demanda au duc d'intervenir. C'était comme s'il ne remarquait rien autour de lui, à part la fille. Peut-être qu'il est vraiment fou? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? La magie d'Aïcha gagnait de plus en plus d'ampleur à chaque seconde qui passait, et, incapable de la supporter, la fille envoya un caillot de magie directement sur Delcane. Tom a réussi à esquiver et, à la place, la magie a été dirigée vers les anciens. Raka réagit instantanément et arrêta le coup. Un flux d'énergie sombre ricocha sur la paume du duc et se propagea vers une autre partie de la pièce, explosant. Cette attaque a même endommagé le plancher en bois. C'est pourquoi le frère aîné était très mécontent du comportement de sa petite sœur. Sentant qu'Aïcha était sur le point d'avoir des ennuis, Delcane a pris la défense de sa sœur, prenant sur lui toute la responsabilité de ce qui s'était passé. Raka se ressaisit et dit à sa sœur qu'elle pourrait être punie pour avoir utilisé la magie noire. Le garçon prévenait toujours le plus jeune que l'utilisation de la magie n'était autorisée que si sa vie était menacée par un étranger. Aïcha a essayé de lui expliquer pourquoi elle s'était enflammée, lui disant que Delcane pensait que son frère et la prêtresse se marieraient. La jeune fille, embarrassée et inquiète, a exigé des explications de son frère. Depuis quand lui et la prêtresse étaient-ils dans une telle relation? Maya était aussi tendue que tout le monde dans la pièce. Cette situation la rendait très mal à l'aise. Cette situation avec la magie noire aurait pu devenir décisive pour sa vie en tant qu'héroïne secondaire du roman. La blonde n'a pas laissé Raki répondre aux attaques de sa sœur. Au lieu de cela, elle s'est portée volontaire pour tout expliquer aux enfants. La brune lui a demandé s'il devait vraiment expliquer leur relation. Ce qu'elle lui a fait était très étrange. Maya ouvrit la bouche avec indignation, mais ne trouva rien à lui répondre. C'est elle qui l'a repoussé quand il l'a serré dans ses bras. Le jeune homme se pencha vers elle et lui demanda « N'as-tu rien fait du tout pour nous mettre dans ce pétrin ?» La blonde se tourna avec enthousiasme vers les enfants et murmura à Raki qu'il avait parlé de telle manière que les enfants pourraient tout mal comprendre. En voyant l'expression sournoise et satisfaite sur le visage de son frère, Delcane était sûr que ses soupçons étaient corrects. Le visage d'Aïcha s'assombrit. Le jumeau expliqua calmement à sa sœur qu'elle devait accepter le fait que Raka épouserait un jour une prêtresse. Toute cette situation semblait incroyablement étrange à la fille,
quelque chose n'allait pas ici, mais elle ne pouvait pas comprendre quoi exactement. Pendant ce temps, Raka, appuyé contre le cadre de la porte, dit qu'il était temps pour lui et Maya d'avoir une conversation franche. Les enfants sont allés dans une autre pièce, et la fille, assise à la table, a laissé tomber sa tête sur la table, avec lassitude, sans lever les yeux. Maya pensait qu'il reviendrait maintenant sur le sujet de ce qu'elle avait fait avec la nourriture, et dit qu'elle n'avait rien empoisonné. Il ne la croyait pas, et ordonna à la blonde de dire la vérité, mais elle ne savait pas quoi lui expliquer d'autre. Apparemment, Raka lui disait des choses agréables, non pas parce qu'il le voulait. Peut-être qu'elle avait la capacité de faire face à son pouvoir, bien que dans le roman, les figurants n'aient jamais eu une telle force. Raka lui a demandé si elle voulait vraiment prouver qu'il avait lui-même perdu la tête. Maya comprenait parfaitement à quel point toute cette situation paraissait étrange au duc. Mais elle souligna une fois de plus qu'elle disait la vérité. La brune la regarda avec un regard brûlant, et cela rendit Maya incroyablement effrayée et mal à l'aise. La jeune fille a tenté d'arranger les choses et a suggéré que dans ce cas, il fasse comme si de rien n'était. Le duc demanda soudainement directement à la fille. « Est-ce que tu me détestes ?» Elle a demandé à nouveau comme si elle n'avait pas entendu. Puis le gars s'est détourné en disant qu'il devenait probablement fou. Cependant, un instant plus tard, la brune continuait à la percer avec un regard en colère et méfiant. Les émotions de la fille l'ont trahie. Après cela, les anciens ont convenu de ne dire à personne ce qui s'était passé et comment Raka avait montré sa faiblesse. Puisqu'ils avaient un tel accord, Raka pouvait régler ce qui se passait à leur retour au château. La fille hocha la tête. Mais que pouvait-elle faire d'autre alors? S'il découvrait qui elle était, il la renverrait au temple. L'instant d'après, l'homme aux cheveux noirs se pencha vers elle et lui demanda soudainement si elle comprenait ce que tout cela signifiait. Elle a demandé si le duc voulait dire que, puisqu'il pouvait tout découvrir lui-même, il lui demandait de dire la vérité elle-même. Cela signifiait que de nombreuses personnes dans le château pouvaient découvrir qui elle était, mais si elle avouait, alors lui seul le saurait. Gardant son excitation sous contrôle, la blonde demanda si cela signifiait que Raka se souciait d'elle et de sa réputation. Le gars lui a expliqué que si la fille ne prenait pas de risque, quelqu'un la découvrirait certainement et elle serait tuée. Elle lui rappela qu'il avait dit qu'elle serait en sécurité dans le château. Il a dit qu'il ne pouvait pas répondre pour tout le monde. Maya comprit que si quelqu'un découvrait son existence et qu'elle était renvoyée au temple, alors tous ses efforts seraient vains. Son évasion, son travail de nounou, si tout n'avait pas fonctionné maintenant, elle aurait vraiment pu être tout simplement privée de sa vie. Raka a admis qu'il ne voulait pas qu'elle meure, car personne n'aurait pu gérer les jumeaux comme elle l'a fait. Après avoir pesé le pour et le contre, la jeune fille a décidé qu'elle devait encore agir pour sa propre défense. Elle regarda le gars sérieusement et exprima son espoir qu'il voulait vraiment qu'elle devienne nounou. Mais en même temps, la fille sentait qu'il la considérait comme une mauvaise personne. Tout devait être réglé avant la signature du contrat. C'est sûrement pour ça que la brune l'a menacé. Il a dit que si d'autres le découvraient, il la mettrait en dehors. Raka s'assit de l'autre côté de la table et s'excusa pour ses doutes. Il était en effet obsédé par l'idée de méfiance. Il a finalement admis que la jeune fille n'était pas susceptible de lui faire du mal et qu'il n'était donc pas nécessaire de se précipiter pour révéler son identité. Le duc accepta de la connaître petit à petit, la gardant près de lui, alors qu'elle ne pense pas à quitter son travail. À ce moment-là, Delquen, qui était récemment sorti pour son frère aîné, revint à la maison. Delquen chercha les fleurs de Shakira, mais même s'il les trouvait, ce qui était rare, elles se fanaient toutes immédiatement. La fille leur a demandé de quel genre de plante il s'agissait, et tandis que Raka refusait de répondre, la plus jeune lui a dit la vérité. Le frère regarda Delcaïn sérieusement, et la blonde fit semblant de venir de réaliser ce qu'Antia cherchait dans ce désert. Raka a dit que son frère n'avait probablement pas pu trouver les fleurs tout seul. Il allait les chercher aussi. Et alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la maison, le jeune homme se retourna soudainement et dit à la prêtresse qu'elle aurait dû l'accompagner. La fille a refusé brusquement d'aller n'importe où, peu importe comment le gars essayait de la persuader ou de la forcer. Raka a essayé de comprendre pourquoi elle était si catégorique, et la fille pensait qu'il n'avait pas le temps de chercher des fleurs. L'aîné Antia a dit que si la fille avait une raison de ne pas sortir, alors il l'écouterait et prendrait une décision. Elle a immédiatement commencé à inventer des idées à la volée, selon lesquelles ses vêtements étaient déchirés à certains endroits et que c'était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas sortir dans cet état. Il a également dit qu'elle aurait pu ne pas lever les mains et que rien n'aurait été visible, mais Maya était toujours inquiète à ce sujet.
La blonde a cité ses tendances casanières comme deuxième raison, ce qui signifiait qu'elle n'aimait pas sortir en général. Aucune des deux raisons n'a convaincu le garçon, et il a exprimé son mécontentement à la fille. Delcaine intervint dans la conversation et dit que son frère aurait dû tenir sa promesse et laisser la prêtresse tranquille. La blonde était incroyablement heureuse que Delcain, tel un petit ange, la sauve toujours dans les situations difficiles. Raka n'était toujours pas satisfait des raisons de la fille, mais il ne pouvait s'empêcher de tenir sa promesse, surtout devant Delcaïne. La blonde a félicité Delcain pour avoir dit de si bonnes choses, et lui a dit de toujours tenir parole aussi. Elle a dit, un peu moqueuse, que son frère aîné Raka donnerait désormais un bon exemple à son jeune frère. Le duc n'eut d'autre choix que de partir lui-même à la recherche de la fleur, laissant les enfants sous la garde de la nouvelle nounous. Alors qu'il se retirait dans les profondeurs de la forêt, le cardinal Gris pensa que si Maya s'enfuyait, de mauvaises conséquences l'attendraient. Lorsque le gars est finalement parti, la fille a pu se reposer pour la première fois de la journée, s'installant sur le rebord de la fenêtre d'une des pièces. Alors qu'elle était assise et pensait à ses propres affaires, Delcain lui apporta de manière inattendue une tasse de boisson chaude, pour laquelle elle le remercia. C'était assez drôle de voir à quel point chaque membre de la famille Aintia avait des personnalités différentes. Soudain, le visage de Delcain devint injustement sombre, et le garçon, sans raison apparente, demanda pardon à Maya. Il a dit que Raka n'était pas très doué pour exprimer ses émotions, mais il était sûr que sa belle-fille, c'est-à-dire elle, aimait Raka. La blonde décida d'abord de dissiper le malentendu et expliqua au plus jeune qu'il n'y avait rien entre elle et son frère. Le garçon a supposé, à en juger par le visage rouge de sa belle-fille, qu'elle avait également des sentiments pour son frère. Malgré toutes les excuses de Maya, Delcain a affirmé qu'il n'avait jamais vu son frère regarder quelqu'un comme il la regardait. Maya a répété que le garçon avait visiblement tout mal compris. Il a répondu qu'il avait vu cela dans des livres. La brune a certainement remarqué les étincelles de sentiment dans leurs yeux, donc les aînés ne pouvaient pas le tromper avec leurs mots. Il comprenait que sa belle-fille était en colère, mais le garçon la supplia de pardonner au moins une fois à son frère aîné. Malgré les malentendus avec Raka, jusqu'à présent, la personne la plus difficile à laquelle elle a dû faire face est Delcaïne. Lorsque Raka atteignit le bon endroit dans la forêt, il découvrit que son jeune frère avait raison et que toutes les fleurs s'étaient fanées. C'était un gros problème pour lui. Il n'avait jamais rencontré auparavant l'absence totale de fleurs chez Shakira. La fleur appartenait à la famille impériale, il n'avait donc pas d'autre choix que de l'obtenir secrètement. Le gars voulait chercher un peu plus longtemps, mais il entendit des voix d'hommes non loin de lui. Il cherchait aussi des fleurs. C'étaient des chevaliers impériaux. Ils avaient besoin des fleurs de Shakira, car la cérémonie de bénédiction avait été interrompue. La brune remarqua que la forêt était étrangement calme ces derniers temps. Apparemment, l'empereur préparait secrètement quelque chose avec le temple. Les chevaliers découvrirent qu'il n'y avait pas de fleurs comme les prêtres l'avaient annoncé. Alors, ils se préparèrent à partir. Raka, caché derrière un arbre, décida à ce moment-là de réfléchir à tout ce qu'il avait entendu de la part des chevaliers. Il apprit d'abord que l'empereur était arrivé au temple pour effectuer une cérémonie de bénédiction, mais qu'elle avait dû être interrompue. Deuxièmement, l'emplacement des fleurs de Shakira n'avait rien à voir avec la famille impériale, et quelque chose d'autre s'est produit. Troisièmement, il n'y avait aucune fleur qui fleurissait ici pour le moment, et il devait trouver une solution. Dans ce cas, Maya, qui avait les mêmes capacités que les fleurs de Shakira, était vraiment nécessaire à lui. Au cas où, il voulait l'empêcher de quitter son travail de nounou, mais finalement tout s'est bien passé et c'était pour le mieux. Certes, un autre obstacle se dressait désormais pour Raki. Pourquoi se sentait-il si bien avec la fille? Cela le rendit méfiant. Être près d'elle était comme l'effet de la fleur de Shakira. Il avait l'impression de perdre toute son énergie. Son esprit et son corps, hors de contrôle, voulaient être près d'elle. Peut-être que le contact est une sorte de médiation. Chaque fois que Rak parlait de toucher, une personne en particulier lui venait immédiatement à l'esprit. Il pensait à Reina Adrienne. C'était aussi une fille qui pouvait endormir quelqu'un d'un simple toucher. Il a pu la retrouver après une longue enquête, mais Maya était différente de la Reina qu'il connaissait. Il ne pouvait pas la laisser partir. Le duc devait maintenant acheter des vêtements à la blonde dans la colonie la plus proche.